Bonjour à toutes et à tous. Merci de me donner l'occasion de m'adresser à vous aujourd'hui. Et je voulais vous dire quelques mots d'introduction, mais le premier, c'est vous présenter l'école éthique. Éthique, c'est une école d'études supérieures privées qui forme de bac à bac plus 3 et bac plus 5 à tous les métiers de la tech et du digital. Donc un truc super sérieux, super solide. On a formé plus de 3000 jeunes diplômés depuis la création de l'école. Et en ce moment, c'est 1000 étudiants qui sont sur notre campus en formation et qui vont tous soit créer leur entreprise, soit accéder à des postes à responsabilité dans les années qui viennent. Et alors, vous savez la question qu'on leur pose quand ils passent leur entretien d'admission? C'est: est-ce que vous jouez aux jeux vidéo? On n'imagine pas ça, hein. Alors que les parents, pendant des années avant, leur disaient arrête de jouer, va jouer au foot dehors, laisse tomber ta console. Nous, en fait, une des premières questions aux entretiens d'admission, c'est: est-ce que tu joues aux jeux vidéo? Est-ce que tu joues à Fortnite? Est-ce que tu as monté ton serveur Fortnite? Alors, celui qui nous dit qu'il a monté son serveur Fortnite, lui, il est admis d'office. Et en fait, je vais essayer de vous expliquer un petit peu pourquoi et de vous raconter l'histoire de la technologie et du e-sport. Peut-être d'abord en vous parlant de mon parcours. J'ai 46 ans, j'ai 3 enfants, j'en ai un qui a 22 ans et j'en ai 2 petits qui ont 8 et 10 ans. Je suis diplômé d'une école de la tech, une école d'ingénieur à Villejuif dans le 94. Et le fait d'avoir fait ces études de la tech m'a permis ensuite d'accéder à tout un tas de métiers et de domaines d'activité. Et j'ai commencé ma carrière en créant une start-up qui s'appelle sport24.com en 1998. Et cette start-up, elle existe encore aujourd'hui. Elle a été rachetée par le groupe Le Figaro. Et j'ai ensuite, pendant quelques années, dirigé la transformation digitale du Figaro. Donc j'ai d'abord travaillé dans le sport, ensuite dans la presse. Et au moment où la famille Dassault accompagnait la relance de ce titre, j'étais en charge de toute la transformation digitale du groupe. Tout le monde pensait que Internet était l'ennemi du papier et qu'à cause d'Internet, on aurait de moins en moins de journalistes. Bon, en réalité, on voit bien aujourd'hui que les groupes qui ont su gérer cette transformation sont des groupes qui sont en avance et que les lecteurs ont juste quitté le papier, sont allés sur les écrans, mais continuent à lire, voire même lisent plus qu'avant. Mais ce parallèle, je voudrais le faire tout à l'heure avec les jeux vidéo et avec les environnements dont on parle aujourd'hui. La conclusion, ce sera: ces environnements ne sont pas des menaces, ce sont au contraire, un peu comme Internet pour la presse il y a 10 ans, ce sont des opportunités d'ouvrir de nouveaux horizons. Et puis ensuite, j'ai racheté un club de football. Alors ça n'a pas été l'aventure la plus formidable de ma carrière. J'ai racheté le Racing Club de Strasbourg, qui était à ce moment-là en difficulté, et que j'ai pu redresser en quelques années. Et aujourd'hui, le Racing Club de Strasbourg est un club qui, en Ligue 1, se porte très bien et connaît de beaux succès. Je vous cite cet exemple parce que c'est à ce moment-là le sport, mais on sent déjà que le e-sport pointe son nez. On sent que la digitalisation de la relation avec les supporters, avec les clients, le marketing digital, tout ça prend son ampleur et a contribué au succès du redressement de ce club. Alors les histoires de football, c'est un peu comme les histoires d'amour, hein, ça termine mal en général. Quand ça s'arrête, c'est que ça se passait pas si bien que ça. J'ai revendu le club pour 1 euro symbolique dans des circonstances qu'on n'évoquera pas aujourd'hui, mais ça a été une expérience fantastique qui, une fois de plus, grâce à une formation tech, m'a permis ensuite d'accompagner la transformation digitale d'un secteur on ne peut plus physique, on ne peut plus réel, 22 joueurs sur un terrain de foot qui se disputent un ballon. Et là aussi, tout à l'heure, je voudrais faire le parallèle entre ça et des joueurs sur un écran ou derrière des manettes qui disputent une compétition. Et puis ensuite, j'ai été appelé par Claude Perdriel, qui est le fondateur du Nouvel Ops, qui possède le magazine Challenge, à un moment où Renault investissait dans le magazine Challenge, en disant nous sommes Renault, nous sommes un constructeur de voitures. Aujourd'hui, on vend des voitures et 80% de notre valeur ajoutée, c'est des roues, des boulons, des moteurs, etc. Mais notre métier va changer. Bientôt, notre valeur ajoutée, ce sera 20% de boulons et de vis et 80% d'expérience. 80% du temps passé dans la voiture qu'on ne passera plus à conduire, puisque vous le savez bien, les voitures seront autonomes. Et alors, on fera autre chose. Qu'est-ce qu'on fait pendant qu'on ne conduit plus? Alors, le pari de Claude Perdriel et de Carlos Ghosn à l'époque, c'était de dire, en fait, on va en profiter pour s'instruire. On disait entre nous, sortir de la voiture un peu moins con que quand on y est rentré.
C'est pas toujours le cas. Là, on se dit, bah, si on passe en moyenne 20 minutes de trajet, et parfois jusqu'à 1 heure de trajet tous les jours en voiture, et ben en fait, autant en profiter pour apprendre, s'enrichir en connaissances et utiliser ce temps d'esprit disponible pour apprendre des choses. Le jeu vidéo, là aussi, est un atout et permet, dans ce temps non utile en voiture, je ne conduis plus donc je fais autre chose, permet de jouer, à condition de rendre ce jeu utile et de lui permettre de développer le cerveau et développer la capacité de chacun. Alors là aussi, cette aventure s'est arrêtée, puisqu'un jour, M. Ghosn a été retenu dans un avion au Japon. Pour ceux qui connaissent l'histoire, le patron de Renault qui s'est fait arrêter au Japon et qui a passé 1 an en prison au Japon, qui s'est enfui dans une malle pour se retrouver... Bref, on ne parlera pas de ça aujourd'hui non plus. Et c'est à ce moment-là que le groupe Galileo est venu me voir pour me proposer de prendre la direction de l'école éthique. Et c'est là où tout ce qu'on va évoquer aujourd'hui finalement se rejoint et prend tout son sens. D'abord, le groupe Galileo, c'est une société française. C'est le leader mondial de l'éducation supérieure privée, avec plus de 40 000 étudiants en France, plus de 100 000 étudiants dans le monde. C'est une aventure qui a commencé dans l'Est parisien. Non, c'est pas le GPS Galileo, là c'est Galileo Global Education. Et c'est un groupe qui possède quelques écoles dont vous connaissez le nom sûrement si je vous dis ESG, ça vous parle. Strat, école de design, Penningen, Lisa, les cours Florent. Voilà, tout ça c'est les noms qui vous parlent, tout ça c'est le même groupe et Éthique fait partie de ce groupe. Il y a une chose en laquelle on croit dans ce groupe, c'est l'hybridation. Et c'est ce moment du monde qui vient où tout se rejoint, où la mode, le design, le théâtre rejoint la technologie, rejoint ce moment où tout se digitalise et où le monde devient entièrement digital. Et ce monde-là, c'est le monde des jeux vidéo. Voilà, c'était une première introduction pour essayer de vous expliquer un petit peu d'où on vient et quel est d'où on vient et quel est le monde qui s'annonce et comment on va appréhender ce monde. Le dernier parallèle que je voudrais faire, c'est celui du monde de l'informatique. Bon, ça va être chiant au départ. L'informatique, c'est quoi? Pour faire simple, c'est après-guerre. Des grosses machines qui coûtent très très cher, ça s'appelle IBM et ça fait des calculs de base. Okay. Dans un ordinateur IBM qui coûtait probablement des millions, il y avait moins de capacité de calcul que dans le smartphone que vous avez dans vos poches. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça, c'est éminemment plus puissant que ces grosses machines qui remplissaient la pièce entière. Et puis, ensuite est arrivée l'ère de l'informatique, l'ère de l'Internet, au milieu des années 80, 90, 95, 96. Les machines ont commencé à se connecter entre elles et Microsoft a dit attendez, on va arrêter le micro-ordinateur, l'informatique accessible pour tous, et puis on va développer Internet. Et on voit bien comment Internet a changé notre vie. Donc IBM d'abord, Microsoft ensuite, les ordinateurs sont connectés, on accède à tout un tas de ressources en ligne et on accède aussi à des jeux. Et on joue les uns avec les autres déjà, pas avec la qualité qu'on a aujourd'hui, mais on joue déjà les uns avec les autres en étant connectés. Et on se rend compte que l'interaction sociale, elle n'est pas limitée à la personne qu'on a en face de nous, mais elle peut se faire aussi avec des gens qui sont très loin, dont on ne sait même pas où ils sont, parfois dans un fuseau horaire différent. Et l'interconnexion des machines permet ça. Ça, c'est le deuxième marqueur. Le troisième marqueur, c'est le marqueur Steve Jobs. C'est le patron d'Apple qui un jour a dit « Mais en fait, ça vous sert à téléphoner, mais en vrai, on peut faire plein d'autres choses dessus. » Et à vrai dire, les plus jeunes générations aujourd'hui téléphonent peu. Vous en voyez beaucoup des ados qui ils tapent, ils sont comme ça, c'est les pouces. Hein. C'est Michel Serres qui a écrit ce livre, Petite poussette. En fait, on va tous, hein, si on poursuit Darwin, etc., on va tous avoir des pouces très très fins et très très mobiles parce qu'il n'y a plus que ça qui sert. Le reste, ça va tomber. Et on voit bien que les jeunes ne se servent plus d'un téléphone pour téléphoner, ils s'en servent pour faire autre chose. Et pour jouer aussi. Et ça, c'est finalement, si on simplifie, c'est la révolution Steve Jobs, c'est l'iPhone, c'est le smartphone qui fait qu'on va encore un cran plus loin. C'est pas juste l'ordinateur à la maison qui est connecté, c'est nous qui sommes connectés en permanence, tout le temps et partout. C'est-à-dire que là, on est chacun connecté, probablement à travers un téléphone avec plus de monde, pas vous? On est connecté à plus de monde à travers un téléphone que de personnes physiques qui sont présentes ici. Donc on voit bien que le monde et l'approche du monde changent complètement. Donc il y a eu IBM, il y a eu Microsoft, il y a eu Apple. Là, il y a une nouvelle révolution qui arrive, c'est Meta. Alors, vous avez entendu parler de Meta?
Vous avez tous entendu parler de Facebook. Ouais, ne m'appelez plus Facebook, appelez-moi Meta. Facebook, au départ, c'est un réseau social. Et le patron de Facebook a pris la parole il y a quelques semaines dans une conférence annuelle qui s'appelle Facebook Connect. Et il a simplement dit, bon, en fait, on va arrêter d'être un réseau social, on va devenir un métavers. Alors, un métavers, qu'est-ce que c'est? C'est un univers virtuel dans lequel on n'est plus nous-mêmes, mais on est représenté par un avatar. On est représenté par un personnage qui est une représentation de nous, et c'est la représentation de nous qui va interagir avec les représentations des autres. C'est pas super excitant comme... Et pourtant, c'est ce qui se passe. Ouais. Qui connaît Roblox? Et voilà. Et voilà. J'en vois deux là-bas par terre. Vous connaissez Roblox? Ouais. Et voilà. Bravo. Et ils disent oui et ils lèvent le pouce comme ça. Vous savez que 2/3 des Américains entre 9 et 12 ans, quand ils rentrent le soir, ils vont sur Roblox. Ah, c'est quoi Roblox? Roblox, c'est ça. C'est un jeu au départ, c'est un univers virtuel dans lequel on a des univers. Il est en avance sur ma conf. Dans 2 minutes, je parle de Fortnite. Et en fait, c'est des univers dans lesquels les jeunes jouent, et puis ils se déplacent, ils discutent entre eux, ils peuvent acheter du matériel, ils peuvent acheter des skates, ils peuvent acheter des lunettes Ray-Ban, ils peuvent acheter des montres, plus besoin d'attendre 50 ans pour avoir une montre Rolex, on peut en acheter une ici. Hop. Je vais juste couper ça pour qu'on n'ait pas le son, mais 2/3 des Américains de 9 à 12 ans, quand ils rentrent chez eux, ils sont là-dedans. Nous, on ne le sait pas. Moi, il y a 3 semaines, je ne connaissais pas ça. Et puis, je me retourne vers mes enfants, les 2 jeunes, et je leur dis, vous connaissez Roblox? Ils me disent, bah ouais, évidemment. Ok. Et en fait, tant qu'on n'est pas dans ces univers immersifs, on ne sait pas que ça existe. Et en fait, qu'est-ce qui se passe dans cet univers immersif? Eh ben voilà, il vient s'asseoir ici. Vous voyez, il y a un intérêt à tout ça. On va parler de Fortnite tout de suite. Quand on est dans ces univers-là, on développe plein de choses. On développe plein de capacités. Et on est adapté à un monde qui bouge, et on est adapté au monde qui vient. Vous allez me dire, c'est des jeux d'enfants, c'est bien gentil, etc. Vous avez entendu parler de Microsoft Mesh? Mesh. Vous avez entendu parler peut-être de Microsoft Teams? On est en confinement, on fait un Teams. On fait un Zoom, on fait une visio, on fait Bon, l'outil de Microsoft aujourd'hui pour faire des visios, c'est Microsoft Teams. Et donc je le lance, j'ai mes collègues dans la caméra, et puis je peux parler, et on fait des réunions à distance comme ça. Au début de l'année prochaine, c'est pas dans 10 ans, c'est au début de l'année prochaine, Microsoft va intégrer dans cet outil un truc qui s'appelle Microsoft Mesh. Et c'est plus moi sur ma caméra qui verrai mes collègues avec leur caméra, c'est mon avatar, c'est ma représentation de moi, qui sera dans le truc et qui sera autour de la table de réunion au bureau avec mes collègues et qui sera ma représentation qui interagira en réunion avec la représentation des autres. Et c'est pas dans 10 ans, c'est en début 2022. Et donc là, on passe d'un truc où on se dit, mais en fait, Roblox, c'est un jeu pour les enfants, c'est super. Et bon, jouez pas trop, surtout, parce que ça va ramollir votre cerveau. Et puis, on se rend compte que l'environnement professionnel, dans 3 mois, on sera tous avec des trucs comme ça. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer, nous, nos générations? On va être largués. Parce qu'on n'a pas les codes, on n'a pas la compréhension, on n'a pas l'usage de ces choses-là. Et eux, ils vont être très à l'aise. Et quand cette génération-là va arriver sur le marché de l'emploi à 20, 23, 25 ans, en fait, ça va être un changement de paradigme complet. Et on ne va plus du tout travailler de la même façon. On n'a pas très envie de ces univers virtuels. Pourtant, on va tous s'y laisser glisser avec un vrai confort. Pourquoi? Parce que, en fait, si c'est mon avatar qui me représente, j'ai beaucoup moins de pression sur moi. Là, je suis devant vous, je rentre le ventre et je fais attention à ce que j'ai mangé à midi. En fait, mon avatar, lui, il aura toujours des plaquettes de chocolat et tout ira bien. D'ailleurs, on va peut-être me demander de payer quelques euros pour que mon avatar ressemble à quelque chose d'un peu mieux. Et puis, bon là, je suis avec un suite, le suite de l'école. Si j'avais voulu être plus élégant, j'aurais un costume Hugo Boss avec une belle cravate. Et c'est peut-être ce que je fais pour aller au travail tous les jours. C'est peut-être ce que vous faites les uns et les autres. Demain, si c'est votre avatar qui va au travail,
à votre place, hein, dans la réunion Microsoft Mesh. En fait, vous pouvez être en pyjama à la maison, pas besoin de vous raser, personne ne vous verra. En fait, vous allez mettre juste un peu d'argent pour que votre avatar ait un costume Hugo Boss qui ressemble à quelque chose. Et là, le monde va basculer. Alors ce monde, est-ce qu'il est souhaitable? Est-ce qu'il est bon? J'en sais rien. J'ai plutôt envie de dire que si on ne fait pas attention, forcément ce monde sera mauvais. J'ai plutôt envie de dire que c'est notre responsabilité d'en faire quelque chose de bon. Et c'est pour ça que j'ai commencé ici avec cette description de l'école éthique. À éthique, on pense qu'on est à l'aube d'une renaissance numérique qui verra naître le potentiel d'un Internet humaniste et positif. À l'école, on a deux portraits. Le portrait de Montaigne, les Lumières, les sciences, l'esprit critique, et puis Dark Vador. Ouais. Tu sais qui c'est Montaigne? Tu sais qui c'est Dark Vador? Bon, ouais. Dark Vador, c'est quoi? C'est un type qui a utilisé la technologie pour en faire le mal. Dark Vador, c'est le mauvais côté. C'est la même technologie, mais utilisée à mauvais escient. Ah ben voilà, reste ici, bouge pas. Ça dépend à quel jeu vidéo tu joues. Ok, bah t'es admis dans l'école éthique et tu pourras faire une brillante carrière. Il y a des représentants de l'école dans la salle et je vous en parlerai tout à l'heure. Et puis vous, monsieur, dehors. Donc ce monde qui vient, il est inévitable, il va arriver. On sait bien que si la technologie rend quelque chose possible, cette chose va arriver à coup sûr. Un peu comme André Comte-Sponville, il y a quelques années, a posé la question « Le capitalisme est-il moral ?» Bah, la réponse, c'est un peu la même. Lui, il dit le capitalisme, il n'est pas moral ou pas moral. Faute d'autre chose, c'est le moins mauvais des systèmes qu'on ait trouvé. Et en fait, ce qui doit être moral, ce sont les personnes qui ont la responsabilité de prendre des décisions et de faire en sorte que les conséquences soient morales ou ne le soient pas. Montaigne, Dark Vador. La technologie, c'est pareil. Ce monde dont on parle là, avec des avatars, avec Roblox, avec Microsoft Mesh, en fait, c'est un monde qui vient. Et notre responsabilité à tous, c'est d'en faire un monde qui tienne compte de la morale et qui tienne compte du bien commun. Nous, à l'école éthique, on milite pour le fait de dompter la tech pour la mettre au service du bien commun. On veut qu'aucun étudiant n'ait été diplômé s'il n'a pas, pendant sa scolarité, réfléchi à la façon de dompter la tech pour proposer des solutions aux grands défis qui sont les nôtres. Les grands défis, c'est des défis environnementaux, des défis sociaux, des défis économiques, des défis d'inclusion, de mixité, de diversité, des défis sanitaires, et tous avec des masques. En fait, nous, on pense que la technologie fait partie des solutions. Et on pense que la technologie bien utilisée permettra de relever ces défis. Et on pense que cette génération-là qui vient est la génération capable d'utiliser la tech pour relever ces défis. Et cette génération, elle vient d'où? Elle vient des jeux vidéo. Elle vient de Roblox, de Fortnite et tout ça. Et en fait, c'est là où les univers se rejoignent et c'est là où on a pu, nous, ces dernières années, observer le comportement de ces jeunes et voir si, comme le disait votre camarade à l'instant, est-ce que les jeux vidéo, c'est bien, c'est pas bien? Et pourquoi nos parents, ils nous disent tout le temps d'arrêter de jouer aux jeux vidéo? Alors, tout ça, c'est une question de cerveau. Tout ça, c'est une question de cerveau et c'est une question de réaction du cerveau. Entre le monde dont je vous parlais, l'informatique, Microsoft, Apple, les réseaux sociaux et les jeux vidéo qui arrivent, les univers virtuels qui arrivent, il y a une étape importante qui est celle des réseaux sociaux. Derrière les réseaux sociaux, il y a des algorithmes. Ces algorithmes, ils sont construits pour vous alimenter systématiquement avec des contenus qui vont susciter votre intérêt, voire qui vont générer un effet de manque lorsque vous ne les aurez pas. Alors c'est le fonctionnement du cerveau, c'est l'endorphine, c'est l'oxytocine, c'est tout ça. Et en fait, les algorithmes des réseaux sociaux sont faits pour créer cet effet d'addiction et de manque. Et je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, à regarder sur Netflix un documentaire qui s'appelle « Derrière nos écrans de fumée », qui décrit complètement le fonctionnement de ces écosystèmes. Pourquoi? Parce que ces organismes-là se battent pour capter votre attention. Une journée ne faisant que 24 heures,
On a besoin de vous rendre addict le plus possible et le plus souvent possible. On a besoin de vous rendre addict le plus souvent et le plus possible. Ouais, c'est déjà trop long. Hein. Et en fait... Ah bah je comprends. Tu lui diras qu'il y a un monsieur qui a dit qu'on peut jouer aux jeux vidéo. Non, vas-y, file. Sois pas en retard. L'idée, c'est quoi? C'est qu'ils ont besoin de capter votre attention. Donc, sur une journée de 24 heures, on a besoin que vous preniez votre téléphone en main le plus souvent possible. Et vous l'avez tous déjà fait, ça. Vous sortez votre... Puis pourquoi je l'ai sorti? Puis en fait, je le ressors et je le reprends. Il y a des statistiques, je ne les ai pas, je ne les connais pas, mais vous pourrez les rechercher. Du nombre de fois où une personne normalement constituée prend son téléphone en main pendant la journée, mais c'est juste phénoménal. Parce qu'il y a cette addiction. Apple est même allé jusqu'à développer et va sortir des services pour limiter le nombre de notifications sur votre téléphone. Parce que l'effet Darwin, hein, ils savent bien que en fait, si ça nous pourrit trop le cerveau, à la fin, il n'y aura plus personne au bout de la ligne et plus personne pour acheter leur téléphone. Donc ils disent, avant de rendre tout le monde complètement dingue, en fait, on va juste faire en sorte qu'il y ait moins de notifications. Ça pose un autre problème démocratique, c'est que aujourd'hui, les notifications, c'est vous qui les choisissez. Demain, c'est Apple qui vous dira cette notification, je l'envoie, celle-là, je ne l'envoie pas. Pour que, dans une bonne hygiène d'utilisation de vos devices, vous ayez un nombre limité de notifications. Alors la question qui se pose, c'est une information envoyée par Le Monde ou par Le Figaro, avec un truc hyper important sur la campagne présidentielle, par exemple, ou alors un truc de Pizza Hut pour 10 € de moins sur 2 pizzas achetées. Et ben en fait, c'est Apple qui va décider de qu'est-ce que j'envoie et à qui. Et ça pose un vrai problème démocratique, un problème de société. Et l'intérêt économique d'Apple, ce sera peut-être de vous envoyer les 10 € sur la pizza. Hein. Donc il y a des vrais... Et les algorithmes des réseaux sociaux ont été construits de cette façon. Faire en sorte que vous soyez le plus addict. Et il y a le truc mortel qui a été inventé au départ, c'est le scroll infini. En fait, quand vous avez Facebook sur votre téléphone, ben vous scrollez. Instagram, c'est pareil, vous scrollez. Et ça s'arrête jamais. Et en fait, c'est fait pour que, quand ça s'arrête, vous en vouliez encore, et puis hop, ça repart. Et puis en fait, c'est votre cerveau qui demande ses shoots en permanence. C'est votre cerveau qui demande ça. Et dans ce sens-là, tous les algorithmes qui sont construits de cette façon devraient aujourd'hui être contrôlés. Tous les jeux vidéo qui sont construits de cette façon devraient être contrôlés. On voit bien quand on achète un paquet de biscuits, dessus, il y a marqué la composition du paquet de biscuits, de la recette. Il y a marqué les éléments nocifs, il y a marqué ce qui est bon, il y a un Nutri-Score, il y a plein de trucs et on sait ce qu'on mange. Ben en fait, quand on va sur les réseaux sociaux, on ne sait pas ce qu'on mange. Il y a un algorithme derrière, on ne sait pas comment il fonctionne, on sait juste qu'il est fait pour vous rendre le plus addict possible. Et en ça, les jeux vidéo, les jeux en réseau connecté sont peut-être une source de danger pour le développement des enfants et pour le bien-être des adultes. Pour autant, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Pour autant, tous les jeux vidéo ne sont pas mauvais. C'est pas parce qu'il y a une tuerie aux États-Unis que forcément tous ceux qui jouent à Call of Duty sont des tueurs en devenir. Et probablement que le jeu vidéo n'a rien à voir avec la tuerie qui a eu lieu. Donc il faut bien identifier les différents débats et ne pas tout mélanger. Nous, à l'école éthique, on a identifié que les jeunes qui avaient pour habitude de jouer à certains jeux venaient avec une plasticité du cerveau plus développée et avec des chances et des opportunités de carrière plus fortes. Fortnite. Je ne suis pas un spécialiste de jeu, hein, je ne fais que répéter ce qu'on m'a expliqué. LOL, ou peut-être d'autres jeux. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un truc où on ne connaît pas forcément toutes les règles au début. On joue à plusieurs avec des gens qu'on ne connaît pas forcément. Il y a un problème à résoudre, mais il n'a pas été clairement identifié non plus. Il faut à peu près se débrouiller pour le comprendre. Et si on ne travaille pas tous ensemble, on n'arrive pas à gagner à la fin. Je ne sais pas si les spécialistes valident cette description. C'est un peu vague, mais ça ressemble à peu près à ce qu'il faut faire dans un jeu vidéo où on joue les uns avec les autres. Et ben en fait, en entreprise, c'est quoi? On nous pose un problème, et souvent le problème il n'est pas posé de manière super claire. On bosse avec des gens qu'on ne connaît pas, dont on ne sait pas toujours ce qu'ils font, même quand c'est nos propres collègues de travail. Et puis il faut trouver la solution pour résoudre ce problème et arriver au résultat. Et ben en fait, un jeune qui a passé des années à jouer aux jeux vidéo, à résoudre ce genre de quêtes, sera beaucoup plus à l'aise pour les résoudre en entreprise qu'un jeune qui aura
une super grosse tête, bien faite, maths, physique, profil ingénieur, etc. Et aujourd'hui, on est dans un monde où le digital touche toutes les entreprises, toutes les activités, tous les secteurs de la vie professionnelle et privée. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas une irruption du digital. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure dans la santé. Même, enfin, dans la santé et plus qu'ailleurs, il y a cette irruption du digital. Et donc on a besoin de gens qui sont formés à ça, de gens qui ont cette plasticité et cette facilité à apprendre ces choses-là. Et on voit bien comment, dans les années qui viennent, les métiers vont se développer, puisque l'informatique d'IBM, l'ordinateur personnel de Microsoft, le smartphone d'Apple, le réseau social de Facebook, maintenant il y a le métavers, donc Facebook devient un méta, et en fait tout ce qui va nous entourer, c'est des univers virtuels. On est représenté par des avatars. Mais en fait, dans ces avatars, on a besoin d'être bien habillé, je vous le disais tout à l'heure, on a besoin parfois, comme dans les jeux vidéo, d'avoir des armes. Dans les jeux connectés, parfois je dépense de l'argent pour acheter une épée plus puissante que celle des autres. Et peut-être que dans mon boulot, j'aurais besoin, dans ma réunion Microsoft Teams Mesh, besoin d'acheter une fonctionnalité qui me permettra de mieux faire mon travail que les autres. C'est l'exacte transposition des jeux vidéo dans le monde professionnel. Et pourquoi on arrive à ça? Parce qu'on arrive dans un monde où il y a un basculement. Il y a un basculement de la connaissance, il y a un basculement du savoir, il y a un basculement de l'expertise. Nous, aujourd'hui, nos générations, on est complètement ringards et on est déjà dans un monde qu'on ne comprend plus. La génération qui suit a des usages qui nous dépassent. Et pourtant, c'est cette génération-là, avec les leaders de la tech dont on a parlé, qui demain définiront les règles de fonctionnement en entreprise. Moi, mon vieillissement prématuré a commencé quand j'ai découvert Snapchat. Facebook, ça allait. Instagram, j'étais à peu près OK. Snapchat, j'ai commencé à plus comprendre. Et puis, je me suis senti vraiment vieux à TikTok. Alors, vous avez déjà essayé TikTok, là? Et alors? Eh ben voilà. C'est juste incompréhensible, saoulant, compliqué, etc. Et pourtant, vous demandez à quelqu'un qui a 12 ou 14 ans aujourd'hui, bah ouais, TikTok, c'est mon truc naturel et logique pour interagir avec les autres. Donc on voit bien qu'on est dépassé dans ce monde-là et que si on n'attrape pas ces codes-là et si on ne forme pas nos jeunes à ces codes-là, plus encore si on ne forme pas les jeunes avec ces codes-là, on va complètement passer à travers. Il y a des écoles qui se lancent aujourd'hui, qui sont des écoles qui ne sont que des mondes virtuels. C'est un univers virtuel dans lequel les jeunes vont se connecter et vont apprendre. Ouais. Et en fait, il n'y a plus cette expérience de campus, il n'y a plus cette expérience de cette interaction sociale qui est quand même indispensable à la construction de son identité et à son rapport aux autres. La tech est-elle morale? Est-ce qu'on est à l'aube d'un Internet humaniste et positif? Ça dépendra de ceux qui la font et ça dépendra des jeunes qu'on forme dans nos écoles aujourd'hui. Pour que vous ayez un peu une idée de ce à quoi ça ressemble, parce qu'en fait, je fais le parallèle entre les jeux vidéo, l'impact sur le cerveau et le monde professionnel et les opportunités de carrière. Et peut-être quelques références. Moi, il y en a une qui m'inspire beaucoup, c'est Bruno Patino. Bruno Patino, c'est un professionnel du digital qui dirigeait les activités digitales du Monde pendant que je dirigeais celle du Figaro. Et Bruno Patino, aujourd'hui, c'est le patron d'Arte. Et il a écrit un livre il y a 1 ou 2 ans avec un poisson rouge dessus sur l'attention. Et il explique assez bien comment tous ces algorithmes vont détourner notre attention pour... finalement, quand je termine une phrase, je ne sais même plus par quoi je l'ai commencé. Donc il y a cette référence-là. Et puis il y a le livre de Michel Lévy-Provençal, 33 questions pour un monde qui vient, dans lequel Michel adresse aussi toutes ces questions et voit comment le monde évolue à travers la technologie, va jusqu'au transhumanisme. Et pour faire un exemple simple, on peut aujourd'hui, quand vous avez des problèmes de vue, vous mettre un œil quasi bionique. Et on peut permettre à une personne aveugle de recouvrer la vue avec un implant technologique. C'est génial. Qu'est-ce qui se passe le jour où en fait cet implant il vous permet de voir mieux, plus loin et plus net qu'un œil normal? Est-ce qu'on ira nous-mêmes dire moi monsieur je voudrais un œil augmenté? Et qu'est-ce qui se passe si on le fait sur les oreilles? Qu'est-ce qui se passe si on le fait? Il y a cette question des sportifs qui, avec une attelle, dont on se demande s'ils n'ont pas plus de performance qu'un sportif valide, et donc ils ne peuvent pas courir dans les mêmes compétitions. Mais qu'est-ce qui fait demain si un sportif volontairement dit, s'il vous plaît, mettez-moi des lames à la place
qu'est-ce qui se passe demain si, au-delà de votre avatar à qui vous achetez des fonctionnalités un peu avancées pour mieux bosser au boulot, vous dites, en fait, je voudrais me faire changer un truc parce que ça commence aujourd'hui. Hein. On a les packs à 3500 $. Les packs à 3500 $, c'est quoi? C'est une Instagrammeuse française qui va au Maroc et qui, pour 3500 $ tout compris, revient en ressemblant, en vrai, à ce à quoi elle ressemble sur son filtre Snapchat ou autre. Donc les gens ont physiquement envie de ressembler à leur représentation digitale, à leur avatar. Donc là, on va complètement inverser le monde. Et donc, je fais le parallèle entre tout ça parce qu'en fait, le monde devient un jeu vidéo. C'est peut-être une des dernières fois où on se parle là en vrai tous ensemble. Le monde ressemble à un jeu vidéo. Et entre cet œil qu'on remplace par un œil bionique et maintenant, en fait, il y a des étapes, il y a des lunettes de réalité augmentée qui font que si je mets ces lunettes, je peux vous voir, mais je peux aussi rajouter toute une série d'informations autour de vous. Et puis j'aurai votre numéro de téléphone, j'aurai votre réseau social, j'aurai votre ADN, j'aurai votre groupe sanguin, j'aurai le solde de votre compte bancaire. Tous ces trucs qui... Le monde devient un jeu vidéo. Facebook, aujourd'hui, c'est des milliards d'utilisateurs. Hein, Facebook, c'est un continent à lui seul. Et regardez ce que nous propose, je vais juste vous montrer quelques images, ce que nous propose Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook. Il a annoncé ça il y a quelques semaines lors de la conférence Meta. Et donc c'est ce discours d'ouverture. Voilà. Did you play the Billie Eilish music pack? We believe the metaverse will be the successor to the mobile internet. We'll be able to feel present, like we're right there with people, no matter how far apart. Donc lui, il est la tête d'une boîte qui gère des milliards d'utilisateurs et il dit en fait tout ça c'est fini, maintenant on va être dans un univers virtuel. And that's going to unlock a metaverse from the existing your calls to virtual reality. You're going to be able to invite your friends to a messenger call and là, ça ressemble à peu près à ce qu'on a aujourd'hui. Hein. Je suis sur mon téléphone, je suis en visio. Et donc là, il est en train de jouer en vrai face à un hologramme qui n'est pas vrai du tout et qui n'est pas assis au même endroit du tout. Voilà. Et là, il décide de changer sa tête. Let's talk about how creators and developers are going to build all of this, and about the economy that we all need to create. The last few years have been humbling for me and our company in a lot of ways. This is how a lot of people are going to step in. This is how a lot of people are going to step in. This is how a lot of people are going to step in. Le problème, c'est qu'on peut plus l'arrêter. Vous voyez l'enfer? Et voilà. Je suis même pas sûr que ce soit lui. C'est son avatar. En vrai, qu'est-ce qui se passe? Et on va ramener ça à des choses plus actuelles, plus contemporaines. En vrai, ce marché-là, vous avez vu à un moment, il y a un costume de cosmonaute derrière lui. Le type qui joue aux échecs, il met une tête de lion parce qu'il trouve ça cool de ressembler à un lion quand on joue aux échecs. Donc tout ça, c'est des petits trucs qu'on appelle alors parfois des NFT, des crypto-monnaies non fongibles. Bref, vous avez entendu parler du Bitcoin, vous avez des cryptos, etc. La suite de ça, en gros, c'est qu'on va pouvoir acheter des biens virtuels. Et peut-être que sa tête de lion, il l'a payé $1. Peut-être que le costume de cosmonaute derrière, il l'a payé $100. Peut-être que le salon qui était autour de lui quand il parlait, pour avoir un vrai design autour de lui, il l'a payé $500. Alors c'est quoi l'intérêt? Le même intérêt que tous les jeunes qui sont à côté et qui jouent, et qui en fait quand ils jouent, achètent des skills, achètent des skins, achètent des fonctionnalités, achètent un décor. Parce que si demain vous allez au bureau ou au conseil municipal et que le conseil municipal n'a pas lieu dans la salle du conseil mais dans une salle virtuelle, vous n'avez pas envie que cette salle virtuelle soit vide, donc vous allez dire ok, on va mettre un peu des... Et puis vous allez dire je veux un portrait de Lino Ventura ici.
Et si c'est dans votre salon, vous voulez que votre salon soit designé, donc vous allez acheter en NFT des décors virtuels pour animer votre salon. Aujourd'hui, Gucci vend pour plus de 2000 $ des sacs à main virtuels, pour habiller les avatars des jeunes qui sont sur ces... Et les psychologues vous diront, mais en fait c'est normal. Les jeunes qui jouent, les Américains de 9 à 12 ans qui rentrent le soir, qui sont sur Roblox, le jeune homme qui était là tout à l'heure, ils passent plus de temps à regarder et à être représenté par son avatar, avec ses copains virtuels, que d'être lui-même dans sa vie réelle avec ses vrais habits. Donc pourquoi voulez-vous qu'il s'embête à acheter un vrai sweat et des vraies baskets, alors qu'en fait ce qui est important c'est que son avatar ait le maillot du PSG et des baskets Nike. Et donc on bascule dans ce monde-là. Ce monde-là, 1, c'est le monde des joueurs de jeux vidéo actuels. 2, c'est un monde dont Bloomberg nous dit qu'il pèsera 800 milliards de dollars en 2024. Les étudiants qui sortent de chez nous en 2024, ils sont rentrés en 2019. Ça veut dire que ceux qui seront diplômés dans ce monde où les univers virtuels représenteront un marché de 800 milliards de dollars, c'est des jeunes qui sont en formation chez nous depuis 2 ans. Et là, vous comprenez pourquoi, au moment de l'entretien d'admission, on leur dit, bah alors, est-ce que tu joues aux jeux vidéo ou pas? Et est-ce que tu comprends ces univers? Et est-ce que tu as déjà installé ton serveur Fortnite? Et celui qui nous dit oui, il a un avantage pour être admis au sein de notre école. Je vous remercie de votre attention. On a fait un tour, on est allé un peu loin. L'idée, c'était aussi de lancer des trucs et de provoquer un petit peu, hein, et puis d'avoir des réactions. Bah, venez avec moi. Et l'idée, c'est peut-être si vous avez des questions, des réactions, d'échanger tous ensemble sur ces sujets. Il faut se servir des... Oui. Exactement. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas rejeter ces outils. Il faut être attentif aux effets négatifs. Ces outils, et ce dont on parle là dans les jeux vidéo, quand on voit un gamin qui est dans ces jeux vidéo et qui dit hey, « Oh, t'es hypnotisé, sors de ton truc, là, t'es dans ton monde ». En fait, ça, la bonne version de ça, c'est ce genre de choses. C'est un casque qui permet de calmer l'anxiété. Ça s'appelle HypnoVR. Et c'est un casque qui permet même de faire des anesthésies non médicamenteuses. Il y a des gens qui se font opérer aujourd'hui de la chirurgie lourde, hypnotisés avec des casques de réalité virtuelle. Ces casques, au départ, c'est probablement des casques de gamers. Hein. Et donc, effectivement, c'est l'outil et la destination de cet outil. On peut en faire des choses très bien. Dans l'éducation aussi, on peut en faire des choses assez chouettes. This is a standalone virtual reality headset. This is a standalone augmented reality headset. And this is a standalone virtual... Ça, c'est un casque de réalité augmentée. Il y a plusieurs types de casques. Des casques de réalité virtuelle, on est complètement plongé dedans. Les casques de réalité augmentée. Ici, c'est un casque que je vais vous présenter. Ouais, c'est la bonne vidéo. C'est un casque qui permet de filmer ce qui se passe autour et puis de voir l'image filmée sur laquelle on va rajouter des choses. Ce casque, il a été développé par un étudiant de notre école qui, en dernière année, projet de fin d'année, se dit bah, « Tiens, je vais développer un casque ». C'est devenu une entreprise qui a levé quelques millions d'euros pour se développer. Et c'est un casque qui permet aujourd'hui de faire plein de choses en réalité augmentée. Ça permet de faire des opérations. Le chirurgien, il filme ce qu'il est en train d'opérer, mais en plus, l'intelligence artificielle va par-dessus lui donner des indications pour faire les bons gestes. Et il y a eu des opérations cardiaques qui ont été faites avec ce système. Dans l'éducation aussi, on a de plus en plus de mal. Je vous parlais des algorithmes, les 8 secondes. Les réseaux sociaux font qu'on oublie tout et qu'on passe très vite à autre chose. On n'a plus aucune capacité d'attention. Mais en fait, on peut plonger les étudiants dans ces univers-là pour les aider à apprendre. Et pour faire de l'apprentissage, une histoire qu'on raconte. Un jeu vidéo, ça peut être un jeu de réaction et avec une réaction immédiate, et ça a plutôt tendance à ramollir le cerveau. Ou alors ça peut être un jeu narratif. Et un jeu narratif, c'est un jeu dans lequel on développe son intelligence tactique
dans lequel on anticipe des scénarios et dans lequel on développe ses capacités cérébrales. Et typiquement, l'éducation peut bénéficier aussi de ces univers de jeu. The rendered objects, when set against the pass-through feed of the Lynx offices, felt solid and locked in place. There was very little movement, delay, or latency. There was no sensation. Voilà. During these demos, a number of issues were made La main à droite, c'est sa propre main qu'il voit à travers le casque. Et donc on lui a rajouté une planète ou quelque chose qui est totalement virtuel. Et donc en vrai, vous le voyez sur la gauche, il n'a rien dans sa main. Et on voit sur la partie droite que il a sa main qui est représentée, donc il la voit, et il voit une espèce de boule virtuelle qu'il est en train de toucher. Et en fait, on peut même aller jusqu'à modifier les sensations, et c'est ce qu'on voit dans les, je crois qu'on appelle ça les retours haptiques des jeux. On peut avoir la sensation de toucher quelque chose en vrai alors que rien n'existe. Vous avez déjà sur vos téléphones, parfois quand vous appuyez, vous avez l'impression que vous enfoncez la touche. Sur les iPhones qui avaient un capteur d'empreinte digitale rond au milieu, quand vous mettez votre main dessus, vous avez l'impression que ça s'enfonce. En fait, en vrai, c'est pas un bouton du tout. Hein. C'est pas mécanique, c'est juste un petit moteur derrière qui fait réagir le truc et ça vous donne l'impression que le bouton a été enfoncé. En vrai, rien n'a bougé. Donc ça, c'est un peu pareil avec ce genre de capteur. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans les installations de jeux vidéo. Tout à l'heure, vous avez parlé des réunions qu'on peut faire avec des avatars. Et dernièrement, on a été tous confrontés à avoir des réunions en visio et on a tous, enfin je pense que c'est pas qu'une question de génération, on a tous eu ce manque de rencontrer les autres. Et donc je me dis que c'est, enfin, je me demande qu'est-ce qui va pouvoir se passer si on ne fait que ça, avec en plus un avatar, donc on va donner une certaine image de nous qui n'est pas forcément la bonne enfin, je trouve ça inquiétant de donner une autre image de soi. Alors bon, ça peut permettre effectivement d'être en pyjama et de ne pas s'être peigné ou quoi que ce soit, ou pas s'être rasé, mais voilà, moi je trouve ça quand même inquiétant de vouloir donner une autre image, de ne pas vouloir se prendre comme on est. Le fait de contact là, le fait qu'on soit tous ensemble dans cette pièce à échanger, je trouve que ça apporte autre chose que quand on était en visio. J'en ai fait plein, des réunions en visio, mais franchement, moi je suis contente qu'on soit dans la même pièce pour le faire. Le cauchemar de la visio, c'est ça à droite. Oui. Et on est tous sur des écrans. Et quand on échange, quand on fait une réunion sur des écrans, il y a plein de choses qu'on perd. Des réactions, des émotions. Tout ça ne passe pas sur l'écran. Et donc ça limite les interactions. Vous voyez sur cet écran en plus, oui. Et ça c'est terrible, hein. C'est y compris pour les profs qui donnent des cours. Quand en face il n'y a que du noir, c'est dépressif au possible. Juste sur la droite, là, vous voyez, il y a certaines personnes qui sont représentées par leurs vraies photos, et puis d'autres qui sont déjà représentées par leurs avatars virtuels. Donc c'est des représentations d'eux-mêmes. Si vous avez un smartphone, vous avez vu que vous pouvez sur votre smartphone déjà créer votre avatar, et la personne qui reçoit le message voit l'avatar qui est la représentation de vous. Juste à côté, on a ça. Ça, c'est la même chose que l'autre réunion, mais c'est déjà dans le métaverse. Là, on est déjà plus juste sur des écrans les uns à côté des autres, on est déjà dans un univers en 3D où les gens vont discuter entre eux. Et ce que nous vendent les géants de la tech aujourd'hui, c'est exactement votre propos, c'est tellement impersonnel d'être sur des écrans, venez, on recrée un univers virtuel pour qu'on puisse enfin mieux communiquer ensemble. Il faut le vendre, hein. Oui, mais si c'est un avatar, je veux dire, ça ne va pas traduire. Moi, si vous dites quelque chose qui ne me plaît pas, à la limite, ça va, même si ça peut se voir sur mon visage et tout ça. Quelque chose qui me plaît, enfin voilà. Et figurez-vous, votre avatar va même contrôler vos émotions et vos pics de colère. C'est ça que je trouve inquiétant. Oui. De trop contrôler et que du coup l'être humain n'est plus. Voilà, vous avez aussi. Y compris les
de choses, voilà, c'est ça que je trouve... Demain, on remplacera le Lexomil par un algorithme qu'on paiera à peu près aussi cher pour que notre avatar ne s'emporte pas dans les réunions virtuelles. En fait, ce que vous évoquez là, c'est ce qu'on a tous, hein, nos générations, c'est cette nostalgie d'un monde qu'on a connu et qu'on connaît, d'un monde où on se rencontre en physique, d'un monde où on a fait des réunions, d'un monde où parfois on s'est emporté en réunion parce qu'on n'était pas d'accord, avec le vice et la vertu que ça apporte. Ben, peut-être que cette génération qui vient connaîtra moins ça. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui arrivent sur le marché du travail et qui, depuis 1 an et demi, ont démarré un emploi totalement en distanciel. Il y a des boîtes qui n'ont pas encore réouvert. Ouais. Ouais. Et c'est un enjeu pour nous, établissements d'éducation, c'est quand même de recréer ces moments d'expérience réelle, campus. D'ailleurs, il y a des étudiants qui viennent sur le campus pour suivre des cours en ligne. Ils viennent sur le campus pour être ensemble et ils suivent les cours en ligne. Ils sont ensemble. Et ça, peut-être qu'il faut le faire tenir. Parce que sinon, on va être complètement là-dedans.